Bon, on passe à la présentation suivante. Nous avons l'honneur de recevoir et d'avoir parmi nous le professeur Ponvert Claude, qui est pédiatre allergologue à l'hôpital Necker, enfant malade, et qui est spécialiste expert dans l'allergie médicamenteuse, qui va nous parler de l'allergie aux anti-infectieux. À vous la parole, professeur Ponvert. C'est gros pour les vieux. Bon, moi c'est où là? Voilà, je sais. Ah, ça s'ouvre pas tout seul. Ah oui, d'accord. Merci bien. Et voilà. Merci. Alors, deux remarques avant de commencer. Premièrement, un grand merci aux organisateurs de ce congrès d'avoir pensé à moi et de m'avoir invité. Et c'est super. Pardon? Oui, d'accord, merci bien. Et de m'avoir invité, c'est un honneur pour moi. Deuxièmement, je ne suis pas professeur, je n'ai pas été professeur, et c'est très bien comme ça fait beaucoup moins de travail administratif. Voilà, donc je suis docteur, tout simplement. Alors donc, les hypersensibilités aux médicaments anti-infectieux, en plus je ne suis plus à Necker, je suis à la retraite maintenant, même si je continue à travailler, mais je suis à la retraite, ce qui me permet de faire de temps en temps des grasses matinées. Alors, juste une introduction générale sur les relations entre l'exposition aux médicaments et le système immunitaire. Comme vous voyez, un médicament, ça peut être considéré comme un allergène, hein, à l'instar d'un pollen, d'un acarien, etc., etc. Et le plus souvent, le système immunitaire le tolère et tout se passe bien. Chez un certain nombre d'individus, ce médicament va induire la production d'immunoglobulines E, qui vont se fixer sur les basophiles et les mastocytes, et lorsque le médicament va être réintroduit dans l'organisme, ces cellules vont être activées, libérer des médiateurs, des cytokines, mais des médiateurs dans un premier temps, très rapidement, en particulier l'histamine, ces médiateurs étant responsables de la réaction allergique du type immédiat ou hypersensibilité immédiate. Ressemble énormément à ces réactions d'hypersensibilité immédiate des réactions d'hypersensibilité non allergiques qui sont liées aux propriétés soit pharmacologiques, soit physico-chimiques des médicaments et qui vont mimer une réaction d'hypersensibilité immédiate. On en parlera demain dans l'atelier sur les AINS, qui sont les principaux pourvoyeurs, mais ça existe aussi avec les médicaments anti-infectieux. Si vous injectez trop rapidement de la vancomycine à une trop forte dose, votre patient va présenter un rash généralisé, voire faire un choc anaphylactique potentiellement fatal. Autre type de réaction susceptible de survenir, c'est la production, chez certains individus, de quantités importantes d'immunoglobuline M d'abord, puis d'immunoglobuline G, spécifiques du médicament ou de la substance biologique. Ça se voit surtout avec les médicaments injectables, comme les insulines, surtout les anciennes insulines, et les vaccins, mais ça peut se voir aussi avec les anti-infectieux. Et lorsque le médicament est réintroduit dans l'organisme, il va se former des complexes humains locaux, le plus souvent dans le cas des vaccins, mais qui peuvent être généraux et se localiser un peu partout dans l'organisme et donner ce qu'on appelle une maladie sérique avec un fébricule, une urticaire plus ou moins généralisée, des arthralgies inflammatoires, une protéinurie. Enfin, le dernier type de réponse immunitaire qui peut être à l'origine de réactions d'hypersensibilité, c'est la génération de lymphocytes T spécifiques du médicament auquel a été exposé le patient. Et quand le médicament pénètre à nouveau dans l'organisme, ces lymphocytes T vont être activés, libérer des cytokines qui vont recruter des cellules d'endurance, des macrophages, des éosinophiles, etc. et donner lieu à ce qu'on appelle des réactions d'hypersensibilité retardée. Alors pourquoi parler des hypersensibilités aux médicaments anti-infectieux chez l'enfant? Vous voyez ici à gauche les résultats d'une étude qui montre que la principale préoccupation des parents, des pédiatres, des médecins, quand il y a une réaction présumée liée à une hypersensibilité médicamenteuse, c'est les anti-infectieux qui sont les premiers en cause et en premier lieu
les bêta-lactamines. Viennent ensuite les AINS et le paracétamol dont on parlera demain, et après, tous les autres médicaments confondus, vous voyez, seulement 15%. Premièrement, donc, les anti-infectieux sont les plus souvent soupçonnés. Deuxièmement, les bilans, comme on le voit à droite, sont relativement souvent positifs, c'est-à-dire qu'on fait la preuve qu'en effet, l'enfant qui consulte a une hypersensibilité à l'antibiotique auquel on avait pensé. C'est à peu près la même chose pour les antalgiques, antipyrétiques et AINS, et c'est beaucoup moins fréquent pour les autres médicaments, vous voyez, seulement 1,7%. Alors il y a les anesthésiques qui sont inclus dans ces médicaments divers, pour lesquels, en effet, là, la proportion de bilan positif est plus importante, mais tout ça, c'est noyé dans l'ensemble des autres médicaments. Alors, vous voyez que c'est fréquent, c'est assez souvent prouvé, mais c'est quand même très souvent surestimé, puisqu'il n'y a que, finalement, 15 à 20-25% des enfants que l'on explore chez lesquels le bilan est positif. Et tout ceci n'est pas anodin et nécessite un bilan approprié, puisque cette suspicion d'allergie aux anti-infectieux a des conséquences importantes, d'une part pour l'enfant lui-même, puisque si on le soupçonne être allergique, par exemple à l'amoxicilline, eh bien on ne va plus lui donner de bêta-lactamine, mais on va lui donner des quinolones, des sulfamides, des macrolides, etc., qui sont des médicaments qui sont souvent moins efficaces, plus coûteux, qui tendent à sélectionner des germes multirésistants, comme on le disait il y a quelques instants, et qui sont plus dangereux. Par exemple, les sulfamides, c'est un des plus grands pourvoyeurs de toxidermie potentiellement sévère. Deuxièmement, ce faisant, ces enfants ont plus souvent besoin d'antibiotiques, plus souvent besoin d'hospitalisation, des traitements plus longs et des hospitalisations plus longues. Ça, c'est pour l'individu lui-même. Et ceci, qui se multiplie, puisqu'il y a quand même pas mal d'enfants chez lesquels on soupçonne une hypersensibilité aux anti-infectieux, va avoir un retentissement économique au niveau de la société. Les Américains estiment qu'un bilan d'allergie pour les bêta-lactamines, ça a été calculé, est de l'ordre de 150 à 220 $ en moyenne. Et vous voyez que c'est beaucoup plus faible que le surcoût que représente une suspicion d'allergie à une bêta-lactamine que l'on laisse en suspens. Près de 2000 $. Et encore, là, ne sont pas inclus le coût social, en particulier chez les adultes, les arrêts de travail, etc., etc. Donc il est absolument important de faire un bilan chez un enfant qui présente une suspicion d'hypersensibilité à un médicament anti-infectieux. Alors vous allez me dire, ça y est, on va partir dans des notions allergologiques considérables, mais vous allez voir à la fin que finalement, pour le pédiatre quotidien, c'est pas si difficile que ça. Alors, devant quoi d'abord, il faut commencer par la clinique. On n'arrête pas de le dire depuis hier soir. Et c'est vrai que le risque que le petit soit, ou la petite, ne soyons pas misogynes, soit réellement atteint d'hypersensibilité à l'anti-infectieux en question, c'est la nature de la réaction avec les réactions anaphylactiques et les toxidermies potentiellement sévères. Dans les autres cas, les bilans sont beaucoup plus rarement positifs. Et puis, c'est la chronologie de la réaction, mis à part pour les toxidermies potentiellement sévères qui surviennent en général plusieurs jours à plusieurs semaines après le début du traitement, c'est le caractère immédiat, c'est-à-dire survenant moins d'une heure après la dernière prise. Chez ces enfants, là, il faut en effet être inquiet. Alors, on va voir la démarche diagnostique en fonction, justement, et de la chronologie et de la nature de la réaction. Pour les réactions immédiates, a fortiori si elles sont anaphylactiques, donc elles vont impliquer éventuellement la peau, mais aussi le cœur, la crise d'asthme, l'hypotension, etc., etc. Il est clair que là, il faut un bilan allergologique, ce n'est pas vous le pédiatre qui allez le faire, sauf si vous êtes pédiatre allergologue, qui va impliquer, s'ils sont validés,
et c'est pour peu de médicaments, les bêta-lactamines et éventuellement les antituberculeux, des tests cutanés à lecture immédiate, qui sont éventuellement des examens biologiques, comme des dosages digestériques spécifiques qui n'existent que pour quelques bêta-lactamines, mais pas du tout pour les autres anti-infectieux, des tests d'activation des basophiles pour voir s'il y a des IgE spécifiques du médicament justement qui sont fixés dessus, mais là ça pose des problèmes méthodologiques compliqués, la sensibilité et la spécificité sont variables selon les médicaments, et il n'y a que quelques laboratoires experts qui peuvent l'effectuer, donc ce n'est pas n'importe où, n'importe quand. Et puis, en fin de compte, si les tests cutanés, éventuellement les examens biologiques sont négatifs, on discutera d'un test de provocation médicamenteux, d'abord s'il y a des diagnostics différentiels possibles, un autre médicament pris de façon concomitante, et en fonction du rapport bénéfice-risque, est-ce qu'il est utile de faire une réintroduction du céphaclor chez un enfant qui a fait une réaction anaphylactique pour laquelle on peut soupçonner le céphaclor? J'en suis pas sûr. Il vaut mieux prouver qu'il tolère l'amoxicilline, par exemple, hein, puisqu'on a vu que l'amoxicilline, c'est un médicament utile. Voilà, alors voilà un cas un peu typique. Loredana, 12 ans et demi, qui avait pris des bêta-lactamines diverses jusqu'à 8 ans et 7 mois. À 8 ans, 7 mois, elle reçoit de la céfatrisine, elle a un exanthème maculopapuleux retardé. Le médecin se dit, tiens, elle est peut-être allergique aux céphalosporines, donc la prochaine fois, je vais lui donner une pénicilline. Alors, elle reçoit de l'amoxicilline, et elle a un œdème généralisé, immédiat, sans gravité. C'est immédiat, c'est un peu inquiétant, c'est sans gravité, c'est pas une anaphylaxie. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va faire des tests cutanés, éventuellement des dosages d'IgE spécifiques, d'une part à l'amoxicilline et d'autre part à d'autres bêta-lactamines pour rechercher une possible allergénicité croisée. Voilà les résultats des tests cutanés. Ils sont négatifs en immédiat avec la pénicilline G, l'amoxicilline, la céfazoline, donc on a couvert un petit peu ce qui pouvait être utile dans les médias. Les dosages d'IgE spécifiques sont négatifs. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est justifié. L'amoxicilline, c'est un médicament hyper utile. La réaction n'a pas été très très grave, donc le risque d'anaphylaxie est relativement... Oui, merci. Je sais bien que je suis entouré de médecins qui vont se précipiter à mon soir maintenant. Donc, on sait aussi quand même que nos tests cutanés et nos dosages d'IgE spécifiques peuvent être, même si ce n'est pas très fréquent, négatifs, faussement. Et puis peut-être qu'elle avait pris de l'ibuprofène ou du paracétamol en même temps, personne ne se souvient, et que c'est peut-être l'ibuprofène ou le paracétamol qui est responsable. Et bien voilà ce qui se passe, vous voyez, on la prend à l'hôpital, comme c'est une réaction immédiate, la réintroduction se fait à l'hôpital, urticaire plus angioëdème, assez rapidement après le début. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Là aussi c'est théoriquement un atelier, mais ça ne peut pas être un atelier en une demi-heure. Eh bien on va tester les bêta-lactamines, d'autres bêta-lactamines pour voir si elles croisent ou elles ne croisent pas. Et vous voyez que chez cette petite, il n'y a que l'amoxicilline à laquelle elle réagit. Donc l'amoxicilline, c'est une aminopénicilline. On va contre-indiquer les aminopénicillines et par précaution les aminocéphalosporines, céphaclor, etc., qui ne servent plus à grand-chose maintenant par-dessus le marché. Mais par contre, elle peut tolérer toutes les autres bêta-lactamines. En fait, cet enfant, pardon, je suis allé un peu trop vite, cet enfant, elle a réagi à la chaîne latérale qui est commune aux aminopénicillines et aminocéphalosporines, et par contre, les chaînes latérales sont différentes pour les autres bêta-lactamines, et donc elle n'y réagit pas. Maintenant, autre réaction grave, ce sont les toxidermies potentiellement sévères, depuis l'érythème polymorphe majeur jusqu'à la pustulose exanthématique aiguë, le DRESS, etc., en passant par exemple par les exanthèmes, les érythèmes pigmentés ou non pigmentés fixes. Je mets à part le syndrome de Stevens-Johnson, puisque chez l'enfant, en particulier le jeune enfant, il est le plus souvent d'origine infectieuse, Coxsackie, herpès virus, mycoplasme, alors que chez l'adulte, c'est l'inverse, il est le plus souvent dû à une hypersensibilité médicamenteuse. Là encore, c'est l'allergologue qui va spécialiser, hein, ce n'est pas celui qui s'occupe que des pollens et des acariens, qui va faire un bilan avec des tests cutanés, cette fois-ci à lecture retardée, des patch tests, éventuellement des IDR, des tests in vitro qui vont chercher à voir si les lymphocytes T du patient réagissent
aux médicaments. Et après, comme dans l'allergie immédiate, on discutera de l'utilité d'un test de provocation médicamenteuse. Le médicament est-il hyper utile, simplement un peu utile, ou est-ce qu'on peut très facilement s'en passer? Selon, on refera un test de provocation sous surveillance stricte, ou on ne le fera pas. Et puis aussi, il y a peut-être un diagnostic différentiel possible. Voilà le cas de Matisse, un petit que j'ai vu un peu avant de prendre ma retraite. Il y a une drépanocytose homozygote qui avait été traitée par pénicilline V, diverses bêta-lactamines, parmi lesquelles le céfotaxime, et qui a développé un DRESS absolument typique, avec les atteintes hépatiques, etc., de chronologie retardée, donc à la 3e semaine, d'un traitement sous céfotaxime qui lui avait été administré pour une ostéomyélite. Le temps qu'il guérisse de son DRESS, en plus c'était la période des vacances scolaires, donc c'est un peu plus compliqué, on lui fait un bilan, donc des tests cutanés, patch test, intradermaux, tout ça à lecture retardée bien sûr, pas tellement pour prouver qu'il est allergique au céfotaxime, mais pour regarder si il est aussi allergique par réactivité croisée à d'autres bêta-lactamines. Et vous voyez les résultats. Les patch tests et les intradermoréactions à lecture retardée sont positives, bien entendu, au céfotaxime, mais aussi au céfuroxime et à la ceftriaxone. Comme c'est relativement rare, les réactivités croisées dans les hypersensibilités retardées, j'ai refait le bilan 2 mois plus tard avec des résultats strictement identiques. Donc cet enfant est sensibilisé non seulement au céfotaxime, mais aussi aux céphalosporines de 2e génération et à d'autres céphalosporines de 3e génération. Et donc là, on ne pouvait se rabattre que sur les pénicillines et les C1G qui pourraient éventuellement être utiles. Vous voyez qu'il a eu des tests de provocation par voie orale à la pénicilline V, qui est le traitement de base des drépanocytaires, plus l'oraciline, et finalement, ce gamin a parfaitement toléré ces deux bêta-lactamines. Alors, il faut savoir que les tests cutanés à lecture retardée, contrairement aux tests à lecture immédiate, ont une relativement faible sensibilité. Dans les meilleurs des cas, c'est inférieur à 60-65%. Donc, si Matisse n'a pas de chance, eh bien, nous, on a eu la chance de pouvoir avoir des résultats positifs. Mais de toute façon, vu la gravité de la réaction et si les tests avaient été négatifs, on ne lui aurait jamais redonné du céfotaxime. Mais peut-être qu'on lui aurait donné du céfuroxime et il aurait à nouveau développé un DRESS. Donc, c'est vrai que... Alors, par contre, vous allez voir là que vous, les pédiatres, vous êtes en première ligne, parce qu'à peu près 85 à 90% des réactions sont des réactions bénignes qui vont survenir le soir, le lendemain, le surlendemain du début du traitement. Ça va de l'exanthème maculopapuleux jusqu'à l'urticaire, en passant par les poussées de dermatite atopique chez des enfants qui ont un eczéma. Alors ça, la poussée d'eczéma chez l'enfant qui a de l'eczéma, c'est pas le médicament qui est responsable, c'est parce qu'il est malade et qu'on lui donne des antibiotiques. Alors, voilà le cas de Johnny. Johnny, c'est un gamin qui m'avait été envoyé il y a bien longtemps de ça, presque au tout début où j'avais mis en route les bilans d'allergie médicamenteuse. Comment ça? Il n'avait jamais été reçu d'antibiotiques, il reçoit de l'amoxicilline, il a un exanthème maculo-papuleux bénin qui commence à J7 et qui dure une semaine. Alors, le médecin se dit, il est peut-être allergique aux pénicillines, je vais lui donner une céphalosporine, il lui donne une céphalosporine, urticaire à J3 qui dure jusqu'à J6, merde, il est allergique aux bêta-lactamines, je lui donne de la josa, il fait la même chose, merde, il est allergique à la josacine aussi, je lui donne de la spiramycine et il fait un exanthème, allô, au secours, cet enfant est allergique à tous les antibiotiques. Il est clair que cet enfant ne peut pas être allergique à tous les antibiotiques, d'abord parce qu'il n'a jamais pris le médicament d'une façon antérieure. Alors on sait qu'il peut y avoir des sensibilisations occultes, il y a certains antibiotiques dans la viande, dans le lait, etc. Mais enfin c'est quand même relativement rare d'être sensibilisé comme ça.
Les hypersensibilités médicamenteuses multiples, c'est tout à fait exceptionnel. Et là, c'est des réactions bénignes qui sont tout à fait compatibles avec une origine infectieuse ou avec une lyse bactérienne, tout simplement, hein, qui libère plein de saloperies qui vont activer les basophiles et les mastocyles. Et vous voyez que chez cet enfant, on ne va pas tout lui donner, on fait l'amoxicilline qui est le plus utile, la josamicine qui est éventuellement utile, et tout ça c'est bien toléré. Et donc cet enfant n'a pas d'allergie médicamenteuse. Ça, c'est le genre de truc que vous pouvez faire, vous, pédiatre. C'est pas grave, c'est pas immédiat. Je sais que statistiquement, c'est quelque chose qui n'est pas allergique. Et d'ailleurs, pourquoi retenir dans ces réactions non immédiates et non graves, pourquoi recourir aux tests de provocation directe? Parce que vous voyez que finalement, il y a très peu, là j'ai 2 études assez importantes, très peu d'enfants chez lesquels ces tests de provocation ont induit des réactions, 7, 5%, et les tests cutanés qui avaient été effectués a posteriori, on voit bien qu'ils sont très faiblement sensibles, c'est-à-dire qu'ils identifient très peu de ces enfants qui réagissent aux tests de provocation. Pourquoi recourir à ces tests de provocation médicamenteuse? Parce que quand les enfants réagissent, dans une étude que l'on a publiée il y a quelques années, presque 9% seulement 9%, hein, ça veut dire qu'il y a 90% des enfants qui ont présenté des réactions bénignes non immédiates qui ne sont pas allergiques aux bêta-lactamines. Puisque là, c'est encore les bêta-lactamines, et bien vous voyez que les réactions sont presque toujours identiques, TPO en orange, à la réaction initiale en bleu. Et en plus, bien souvent, la gravité est plutôt plus faible. Donc, pas d'angoisse. Une autre étude, cette fois-ci, où l'initiation du test de provocation a été effectuée au cabinet. C'est une étude en cours, multicentrique, qui a été initiée par mon successeur. Vous voyez qu'il y avait eu 56 enfants chez lesquels on a donné au cabinet la première prise et dit aux parents, vous continuez pendant quelques jours à la maison. Vous voyez que sur ces 56 enfants, donc presque 60, il n'y en a que 3 qui ont réagi avec des exanthèmes maculo-papuleux bénins. Autant, au début, on commençait les tests de provocation à l'hôpital, autant là, vous voyez que vous pouvez, vous, les commencer au cabinet. Alors, là, on parlait des réactions bénignes non immédiates. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire la même chose pour les réactions bénignes immédiates? En sachant que là, quand même, il vaut mieux être en milieu hospitalier, en clinique, ainsi de suite. Voilà encore une autre étude prospective qui a été initiée à Necker. Des enfants chez lesquels on a fait donc des tests cutanés à lecture immédiate, parce que les réactions étaient donc immédiates, hein, chez 37 enfants, des tests de provocation, quels qu'aient été les résultats des tests cutanés, que les tests cutanés aient été positifs ou négatifs. Là, c'est des tests de provocation en hôpital de jour, puisque c'était des réactions immédiates. Et vous voyez que, là encore, le diagnostic d'hypersensibilité immédiate, partons vers le fond, on ne va pas faire les détails, il est très faible, hein, 4% si j'ai bonne mémoire. Non, oui, c'est ça, 4%. Donc ça veut dire qu'il y a 96% des enfants qui n'ont pas réagi. Deuxièmement, parce que, toujours dans cette étude, comme vous voyez, les tests cutanés ont été rarement positifs, hein, 3 enfants, mais test cutané positif, test de provocation positif, seulement un des 3. Ça veut dire que vous avez eu des tests cutanés faussement positifs. Et puis, voilà, test cutané positif avec test de provocation négatif, 2 sur 3. Donc ça veut dire que nos tests cutanés, ils n'ont pas d'intérêt dans ces réactions, même immédiates, bénignes, et qu'il faut aller directement au test de provocation. Je ne vous le recommanderai pas au cabinet,
Ce n'est pas validé internationalement, mais ça mérite réflexion et probablement qu'il va y avoir des études qui vont être publiées prochainement, parmi laquelle j'espère celle-ci, une fois qu'on aura atteint 150 ou 200 enfants. Alors ces réactions non graves, je vais quand même essayer de gagner du temps, elles vont guérir dans à peu près les 2/3 des cas. Donc pas d'angoisse non plus trop. Là, c'est des enfants qui donc ont eu un test de provocation initiale négatif, qui ont été suivis par questionnaire envoyé aux parents, et d'autres qui avaient un test de provocation initiale positive, chez lesquels on a contre-indiqué les bêta-lactamines, et chez lesquels, tous les ans, pendant 3 ans, on a fait un test de provocation pour voir si ils perdaient leur réactivité. Eh bien, vous voyez qu'au total, sur 198 enfants, il y en a combien qui ont réagi? Très très peu, puisque une seconde, voilà, 11% au deuxième TPO, 16 qui ont bien toléré le deuxième TPO, ce qui représente donc 89%, et qui ont eu ensuite un traitement d'essai prolongé, et chez lesquels ce traitement a été prolongé. Donc il y a à peu près 90% de ces enfants qui ont présenté une réaction bénigne, immédiate, là, dans cette étude, pour l'essentiel, et qui vont guérir spontanément. Alors, quand on a prouvé que l'enfant est allergique réellement à tel ou tel médicament, donc le bilan initial est positif, que ce soit au niveau des tests cutanés, des tests in vitro ou du test de provocation, il faut étendre le bilan aux médicaments qui peuvent croiser avec lui, en particulier dans le cadre des bêta-lactamines, et c'est particulièrement le cas dans les anaphylaxies et dans les réactions immédiates. Mais il faut penser que l'enfant peut réagir à d'autres médicaments de la même famille. Alors, soit dans l'attente du bilan, soit une fois que l'on sait que l'enfant est allergique à tel ou tel médicament, voilà les règles à suivre. D'abord, dans les réactions bénignes dont on sait qu'elles vont guérir, vous pouvez donner des antihistaminiques. Éventuellement, si ça ne suffit pas, vous rajoutez un antileucotriène. Et le plus souvent, ça se passe très bien, où l'enfant se grasse un tout petit peu pendant un jour, et puis voilà. Pour les médicaments qui peuvent induire des réactions d'hypersensibilité non allergiques, comme la vancomycine, les fluoroquinolones, modifier les conditions d'administration. Par exemple, la vancomycine, la perfuser plus lentement, et ça passera très très bien. Et si l'hypersensibilité est potentiellement grave, ça va être l'éviction de l'antibiotique suspect, éventuellement de ceux qui croisent avec, au profit d'autres antibiotiques. Patients allergiques à une ou à plusieurs pénicillines, recours au C2G, C3G, voire C4G, puisqu'il existe maintenant des C4G, mais qui ne sont quand même pas utilisés en pratique courante. Si l'enfant est allergique à une céphalosporine de première génération, donnez des C3G, parce que les C1G peuvent croiser avec les pénicillines. S'il est allergique à une C2G, à une C3G, voire à deux, allez aux pénicillines. Pour les macrolides, vous n'avez aucune angoisse, il n'y a pas de réactivité croisée. Même s'il est allergique à la josamycine, ce qui est assez peu probable parce que c'est pas fréquent les allergies aux macrolides, même chez les adultes, vous lui donnez de la spiramycine ou de la clarithromycine. Ce n'est pas des mêmes structures chimiques, donc il n'y a pas de risque de réactivité croisée. Par contre, pour toutes les autres familles de médicaments, les quinolones, les synergistines, les lincosamines, etc., là, il faut recourir à d'autres classes de familles chimiques de médicaments, parce que le risque de réactivité croisée est très important en intraclasse. Pour terminer, ou presque, la prévention primaire est indispensable. Et les antibiotiques, ce n'est pas automatique, ça a été discuté tout à l'heure. Alors voilà les résultats d'une étude qui n'a pas porté sur un grand nombre de patients, mais peu importe, elle est intéressante. C'est des enfants qui sont passés à l'hôpital parce qu'après avoir reçu des antibiotiques, ils n'allaient pas mieux, ils s'étaient aggravés, ou il y avait eu d'autres trucs qui étaient apparus. Et on s'aperçoit que, ensuite, donc les médecins ont été interrogés, les parents aussi. Vous voyez, il y a 75% des prescriptions d'antibiotiques chez les petits moins de 4-5 ans. Ce n'est pas tout à fait la même chose chez les grands, qui sont soit inutiles, soit inadaptées.
Par exemple, vous allez voir qu'on a donné je ne sais plus quel antibiotique pour une rhinopharyngite à un gosse qui avait une rupture de rate. Bon, alors il avait peut-être aussi la gorge un peu rouge, mais le problème pour lui, c'était plus la rupture de rate que le traitement d'une rhinopharyngite qui probablement en plus n'aurait pas nécessité un antibiotique. Hein. Peut-être que voilà. Et donc il y a tout un tas de trucs comme ça qui ont été répertoriés. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est aussi de voir les motifs qu'ont donnés les médecins pour dire ah ben oui, nous on a donné une antibiothérapie probabiliste parce qu'ils ne disposaient pas ou ils n'ont pas voulu effectuer des examens de diagnostic rapide complémentaires. Et ça, un enfant qui a de la fièvre, qui ne va pas très bien et tout, bon, bah, vous vous orientez évidemment. Si vous dit ça pique quand je fais pipi, bah, vous faites plutôt une bandelette urinaire. Si il vous parle avec une voix comme ça, vous lui faites un streptotest. Ensuite, ils disent oui, mais c'est probabiliste parce qu'on sait qu'on ne les reverra pas 2-3 jours plus tard, les parents ne reviendront pas nous voir, etc. Ou nous, on ne pourra pas passer chez eux. Donc, ben, on tape. Voilà. On tape sur le possible agresseur. Ensuite, terrain fragile. Alors ça, les enfants de moins de 4-5 ans qui ne sont pas fragiles, vous me direz s'il y en a beaucoup. Ils sont tous fragiles, on l'a vu tout à l'heure, ils font tous des infections qui n'évoquent pas du tout un déficit immunitaire, comme vous nous l'avez bien fait. Alors, de déficit fragile parce qu'ils avaient du diabète, certains avaient un cancer. Donc là, en effet, cancer éventuellement sous anticancéreux, hein. Mais des infections fréquentes, comme je disais il y a quelques instants. Et puis, la pression parentale à laquelle il ne faut pas, vous le savez bien, théoriquement, en principe, tout du moins, il ne faut pas céder. Voilà, alors je ne me rends pas compte du temps que j'ai utilisé. Est-ce que j'ai quelques secondes ou pas? Ah ben c'est vous qui savez. Oui? Donc merci à professeur Panvert pour cette... J'ai le temps ou pas alors? 30 minutes. C'est bon. J'ai terminé. Pardon? J'ai terminé. Eh bien, très bien. Oui. Bon, je peux vous montrer une image quand même? Oui, bien sûr. Et vous allez me faire le diagnostic. Hein. Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Ah merde. Moi, je ne sais pas me servir de ces PC. Voilà, c'est un petit. Vous me dites ce que c'est. C'est pas fréquent. Si vous le passez en diaporama, ne l'expédiez pas sur Internet, parce que vous allez risquer d'être chopé pour pédopornographie. C'est rouge. Ça revient à plusieurs reprises au même endroit. Et il y en a un qui sait. Là, je lui avais montré il y a 1 an et demi. C'est rouge, c'est quoi? Pardon? Un érythème. Ça revient toujours au même endroit. Fixe. Et il n'y a pas de pigmentation résiduelle. C'est donc un érythème non pigmenté fixe. Bon, alors c'est déjà rare chez l'enfant. Pénien par-dessus le marché, c'est encore plus rare. Voilà. Les tests cutanés ont été négatifs, y compris le patch test effectué sur la peau externe de la verge, ce qui nous montre bien que nos tests cutanés, dans les réactions retardées, ce n'est pas toujours très sensible. Et bien voilà, alors je ne sais pas comment je peux éteindre là. Donc merci. Donc merci à professeur Panvert pour cette présentation pertinente. Donc à travers votre présentation, vous avez soulevé l'intérêt d'exiger toujours l'indication lors de la prescription d'un antibiotique et la prudence lors de la prescription. Donc sans tarder, je vais laisser la parole à la salle s'il y a des remarques ou des questions. Voilà. Mais je ne sais pas comment on fait pour éteindre. Merci beaucoup pour cet exposé clair. Autant je comprends les réactions, les tests de provocation quand les réactions ne sont pas très très importantes, autant j'ai du mal à accepter des tests de provocation quand on a un DRESS ou un syndrome de Stevens-Johnson,
c'est des situations quand même graves, même en milieu hospitalier. Oui, sauf que les dresses, alors là, le cas de Matisse, il est exceptionnel. Il n'avait reçu qu'un seul médicament, c'était le claforant. Donc, il n'y avait même pas besoin de faire de tests cutanés, si ce n'est pour rechercher une éventuelle réactivité croisée avec les autres, ce qu'on a trouvé. Mais le plus souvent, les enfants ou même les adultes, reçoivent plusieurs médicaments en même temps. Et il n'est pas toujours facile, même en tenant compte de la chronologie, de dire c'est ce médicament qui est imputable, hautement probablement imputable, ou tel autre. C'est le cas, par exemple, d'un patient qui est épileptique, qui reçoit un antiépileptique, et on sait que les antiépileptiques, ça donne facilement des dresses, mais qui reçoit aussi un sulfamide, par exemple, pour une autre raison. Et on sait aussi que les sulfamides, ça donne des dresses. Alors là, on va d'abord faire les tests cutanés. Ensuite, on va discuter. Est-ce que les sulfamides, on ne pourrait pas les remplacer par autre chose ? Est-ce que l'antiépileptique qu'il reçoit, on ne peut pas le remplacer par un autre, tout en sachant que les antiépileptiques, il y en a quand même qui appartiennent à des familles chimiques à peu près les mêmes, et qu'il ne s'agit pas de lui donner un deuxième dresse en lui introduisant un deuxième antiépileptique qui est proche du premier. Donc ça nécessite une discussion avec le neurologue, avec l'infectiologue, etc., etc. Et selon cette discussion, eh ben, comme il y a un diagnostic différentiel, on va éventuellement faire un test de réintroduction. Alors ces tests de réintroduction, imaginons que ce soit le test de réintroduction pour l'antiépileptique, sortons des antibiotiques, il ne se fait pas comme ça. La tendance, parce qu'il n'y a pas de consensus, mais la tendance, c'est dire je le prends à l'hôpital pendant 2 jours. Le matin du premier jour, je lui donne une dose, disons, de un dixième, même plutôt des fois moins. Je le garde 2 jours à l'hôpital, je regarde. Il rentre chez lui. Il revient la semaine suivante, je lui donne 2 dixièmes de la dose. Il ne se passe rien, il rentre chez lui, il revient la semaine après, et on monte. Et si, au bout de 4, 5, 6 semaines, on a pu montrer qu'il tolérait parfaitement, non seulement à l'hôpital, mais également donc, par contrainte de temps, on est obligé d'arrêter. Ça y est, j'ai terminé. Oui. À ce moment-là, on peut dire son antiépileptique n'est pas responsable, c'était donc le sulfamide. Donc, merci encore une fois à professeur Panvert et aux différents